Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une prise de parole assez rare et donc très attendue, celle de Karim Benzema. Oui, une interview fleuve qu'il a donnée au journal L'Équipe depuis Dubaï. Exactement, et notre mission, si on peut dire, c'est d'aller un peu au-delà des déclarations choc. On va essayer de comprendre l'homme. De décrypter son état d'esprit actuel en fait. Voilà, on va bien sûr parler de son expérience en Arabie Saoudite, de l'équipe de France. C'est un sujet, bon, on le sait, toujours brûlant. Mais ce qui est fascinant, je trouve, c'est cette espèce de dualité qu'on perçoit. D'un côté, on a un homme qui a l'air apaisé, presque serein avec son parcours. Tout à fait. Et de l'autre, on découvre un analyste du football, mais d'une précision incroyable, toujours complètement dans le jeu. C'est ça qu'on va explorer. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que cet entretien est si riche. On a l'impression d'avoir un accès direct à ses pensées, sans filtre. Ce n'est pas de la com, de la langue de bois. Pas du tout. On sent un joueur qui a pris du recul, c'est certain, mais dont le cerveau de footballeur, lui, tourne encore à plein régime. Il y a le bilan, bien sûr, mais il y a surtout une vision du futur du jeu. Et ça, c'est peut-être le plus passionnant. Bon, alors commençons par le présent. Son club, Al Ittihad, en Arabie Saoudite, ça fait maintenant presque 2 ans et demi qu'il est là-bas. Et souvent, les joueurs qui partent là-bas, ils nous vendent un projet un peu idyllique. Lui, c'est pas vraiment le cas. Non, et c'est ce qui frappe d'entrée. Il est d'une honnêteté stylex. Assez rare en fait. Il dit que ses débuts ont été, je cite, un peu difficiles. Un peu difficile, oui, quand même. Quand même, quand on est ballon d'or en titre, dire ça de soi-même publiquement, c'est une preuve de lucidité qui est immense. Ça installe tout de suite un climat de vérité pour le reste de l'interview, je trouve. C'est vrai que ça détonne. On n'a pas l'habitude d'entendre une superstar admettre une contre-performance de façon aussi franche. C'est ça. On sent qu'il n'est pas là pour se vendre, mais pour dire les choses telles qu'il les voit. Exactement. Et cette franchise, il l'applique aussi quand il parle du championnat saoudien. Il ne cherche pas à nous faire croire que c'est la première ligue, non, mais il combat très fermement l'idée que ce serait un championnat de retraités. Ah oui, ça il y tient. Il insiste sur l'évolution en 3 ans. Le jeu est devenu plus physique, plus rapide. Et il a une image pour ça qui est très parlante. Ah oui, celle sur la PlayStation. Voilà. Il dit « Une équipe européenne qui joue contre une bonne équipe en Saoudi, tu vas pas mettre 5-0. C'est pas du rêve, on joue pas à la PlayStation. » C'est une façon très directe de dire. Respecter notre compétition, voilà. C'est du vrai football. Il y a de la fierté là-dedans. La volonté de défendre son choix de carrière et son quotidien. Et cette franchise, cette façon de vouloir corriger un peu les perceptions, on la retrouve, mais puissance 10, quand il aborde le sujet qui a défini une grande partie de sa carrière, son histoire avec les Bleus. Ah oui, là on entre dans le cœur du réacteur. Et sa position de départ, elle est d'une simplicité presque désarmante. C'est-à-dire ? On lui demande s'il reviendrait, il répond « On m'appelle, je viens ». Point. C'est tout. Simple, efficace. Il se présente comme un soldat du foot. Il aime la compétition, les trophées, c'est dans son ADN. Mais est-ce que c'est pas un peu facile ? En disant ça, il renvoie la balle directement dans le camp du sélectionneur. C'est un peu comme s'il se dédouanait de toute responsabilité, non ? C'est une lecture possible, bien sûr. C'est sans doute un peu un jeu de pouvoir aussi. Mais on peut aussi y voir la lucidité d'un joueur qui, approche de la fin de sa carrière. Et il ajoute une nuance qui est capitale. Laquelle ? Il dit « Je viens faire quoi en équipe de France ?» Il ne demande pas « Est-ce que j'ai envie ?» Il demande « Quel est le projet pour moi ?» Ah, c'est différent. Très différent. Il sait qu'il ne reviendra pas pour être un simple remplaçant ou un grand frère dans le vestiaire. Il reviendra pour avoir un rôle clé ou il ne reviendra pas du tout. C'est du pragmatisme pur. D'accord. Et ce pragmatisme, il s'efface un peu quand la question de la Coupe du Monde est posée. Là, on sent que c'est le rêve qui parle encore. Totalement. Là, il n'y a plus de calcul. La question est directe et la réponse l'est tout autant. Il dit « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde ?» Personne. Et il ajoute que dire non, ce serait mentir. C'est une déclaration qui vient un peu dynamiter l'idée qu'il aurait mentalement pris sa retraite internationale. Le désir est intact, la flamme brûle encore. Pour lui, la page n'est manifestement pas tournée. Ce qui est fascinant, c'est ce contraste. D'un côté, il laisse la porte ouverte pour le futur, et de l'autre, il la ferme à double tour sur les polémiques du passé. Je pense notamment à son départ du Qatar en 2022. Ah oui, sur ce point, c'est une fin de non-recevoir. C'est très clair. Il ne veut pas alimenter l'histoire. C'est ça. Il dit que c'est terminé et qu'il ne veut pas en parler pendant 30 ans. Le message est limpide, n'attendez aucune révélation de sa part, il est passé à autre chose. Donc il refuse de réécrire le passé, mais il est prêt à écrire l'avenir. C'est une stratégie de communication très maîtrisée finalement. Il contrôle le narratif. Entièrement. Et il le contrôle d'autant plus qu'il balaye d'un revers de main cette idée de goût d'inachevé avec la sélection.
Oui, ça c'est un point important. Pour beaucoup d'observateurs, son histoire en bleu, c'est une succession de frustrations. Mais lui, il ne le voit pas du tout comme ça. Il a une lecture complètement différente de son propre parcours. Il nous le rappelle d'ailleurs, il dit « J'ai été banni 6 ans, je reviens et je gagne immédiatement la Ligue des Nations en étant décisif. J'ai brillé à l'Euro. » Et il met ça en parallèle avec quoi? Son ballon d'or, ses 5 Ligues des Champions. Le palmarès parle pour lui en gros. En gros, son message c'est « Comment peut-on parler d'inachevé quand on regarde tout ce que j'ai gagné ?» Il a construit sa propre légende, principalement en club, et semble totalement en paix avec ça. L'équipe de France, c'est un chapitre de sa carrière, mais ce n'est pas tout le livre. Et cette capacité à analyser son propre parcours avec autant de recul, on la retrouve de manière encore plus frappante quand il parle des autres. Là, on passe du Benzema joueur au Benzema observateur. Et son regard est... Chirurgical. Ah oui? Commençant par son admiration pour Zinedine Zidane. C'est plus que de l'admiration, c'est presque une allégeance. Il le dit sans détour, Zidane, c'est le numéro 1 des coachs. Pour lui, c'est une évidence. Peu importe où il ira, il gagnera. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est comment il le décrit. Il ne parle pas de tactique, de schéma. Non, pas du tout. Il dit cette phrase qui est magnifique, je trouve. Zizou, il n'a pas besoin de parler. C'est fluide. C'est presque mystique. C'est ça. Ça en dit tellement long sur le type de management et de connexion qu'il valorise. L'instinct, la compréhension mutuelle, au-delà des mots. Et cette vision du football basée sur le talent pur, on la retrouve aussi quand il parle de la nouvelle génération. Il prend 2 exemples. Ousmane Dembélé et Ryan Cherki. Oui. Pour Dembélé, on sent beaucoup d'empathie. Il estime qu'on ne mesure pas assez l'exploit de son parcours, avec toutes ses blessures. Il prend un peu la défense du joueur. Et pour Cherki, alors là, on sent l'amoureux du beau jeu qui parle. Totalement. Il adore ce type de joueur, celui qui va tenter un coup du foulard ou une passe aveugle. Il dit que l'équipe de France a parfois besoin de ce grain de folie. Mais, et c'est là qu'on voit l'analyste, il ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que l'éloge de la créativité. Il ajoute immédiatement qu'un talent brut comme Cherki, pour exploser, a besoin d'un cadre. D'un coach comme Pep Guardiola pour le canaliser. c'est ça qui est fascinant. L'homme, quand il parle d'un joueur fantasque, il pense tout de suite au système, à la structure. Il n'est pas juste dans l'émotion du beau geste. Il est déjà dans l'analyse structurelle. Et cette analyse, elle atteint son sommet quand il se met à disséquer la situation du Real Madrid et de Kylian Mbappé. Pour moi, c'est le moment le plus bluffant de l'entretien. On n'écoute plus un ancien joueur. Non, on écoute un consultant de très très haut niveau. Son diagnostic est d'une clarté redoutable. Pour lui, le problème du Real, ce n'est pas un problème de talent. Pas du tout. C'est un problème de fonction, de rôle. Expliquez-nous ça. Il dit qu'il manque de connexion dans l'attaque parce que les rôles sont mal définis. Et il simplifie l'équation de manière limpide. Il dit Bellingham, c'est le meneur de jeu, c'est pas l'avant-centre. Mbappé, c'est pas le meneur de jeu, c'est le buteur. Vinicius, c'est l'ailier. C'est simple, mais personne ne l'avait formulé comme ça. Exactement. Il ne critique personne, il réattribue juste les postes comme un coach le ferait sur son tableau noir. C'est brillant. Et ce qui est fou, c'est qu'il identifie un problème presque philosophique, une confusion des rôles, là où tout le monde parle de statistiques ou de forme individuelle. Il a un regard systémique. Oui, on dirait qu'on écoute un futur directeur sportif. Et il applique cette même logique à ce qu'il attend d'Mbappé. Il est très clair. Début, Mbappé en marquera toujours. Il en a marqué à Monaco, à Paris. Il en marquera au Real, c'est une certitude. Voilà, la question n'est pas là. Le Real Madrid n'achète pas un joueur juste pour ses stats en championnat. Non, ils achètent des joueurs pour gagner la Ligue des Champions. Précisément. Et Benzema le dit. Le Real l'a recruté pour qu'il fasse gagner l'équipe dans les moments qui comptent vraiment. Il doit faire, je cite encore, ce petit pas du leader d'attaque. C'est une transmission de flambeau, en fait. Exactement. Il ne s'agit plus seulement d'être le meilleur buteur de l'équipe, il s'agit d'être celui qui fait basculer les demi-finales, celui sur qui tout le poids de l'institution repose dans les moments chauds. C'est une pression complètement différente. Il parle de passer du statut de superstar à celui de patron. Et venant de lui, qui a assumé ce rôle après le départ de Cristiano Ronaldo, ça a un poids considérable. Un poids énorme. Il sait ce que ça représente, cette charge mentale. Et du coup, en parlant de son propre héritage, ça nous amène tout naturellement à la fin de l'interview, quand il évoque son avenir et ce rêve des supporters lyonnais. Le retour au bercail, un sujet qu'il qualifie lui-même de délicat. On sent qu'il marche sur des œufs. Oui, parce qu'il a une dimension affective très très forte et son explication est touchante de lucidité. Il dit avoir laissé une tellement belle image qu'il a peur de revenir et de ne pas être à la hauteur de ce souvenir. De ne pas abîmer la légende. C'est ça. Sa phrase « Des fois c'est mieux de laisser comme c'est »,
sonne presque comme une déclaration de non-retour, en tout cas en tant que joueur. Il est le curateur de son propre héritage. Il préfère laisser le souvenir intact. C'est tout à fait ça. Mais il ne ferme pas la porte à Lyon pour autant. Il l'entrouvre, mais pour une autre fonction. Il suggère qu'il pourrait aider le club dans un autre domaine. Et là, quand on entend analyser le Real, on l'imagine très bien. On l'imagine très bien dans un rôle de conseiller sportif ou de dirigeant. Le joueur n'est peut-être pas encore à la retraite, il le dit, il a encore 2 ans à jouer à son maximum, mais le penseur du jeu, lui, est déjà prêt pour la suite. Alors, si on devait faire le bilan de cette prise de parole, qu'est-ce qu'il faudrait en retenir ? Je dirais qu'on retient l'image d'un homme qui a trouvé une forme de paix avec son histoire, qui est complexe mais qui est tout sauf résigné. La sérénité n'a pas éteint le compétiteur, loin de là. D'accord. Mais surtout, on découvre que Karim Benzema n'est pas seulement un footballeur de génie, c'est un cerveau du football. La clarté avec laquelle il analyse les problèmes tactiques, les rôles des joueurs, la pression psychologique, c'est d'un niveau exceptionnel. Il a dépassé les polémiques pour se concentrer sur l'essence même de ce qu'il est, un homme qui pense le jeu. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question en suspens. Benzema nous dit que pour Mbappé au Real, marquer des buts, ce ne sera pas suffisant. Il devra devenir ce leader. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment être le leader dans le club le plus exigeant du monde, celui que Benzema connaît par cœur? Ce n'est pas juste une question de brassard ou de statistiques, c'est une question de porter une institution sur ses épaules. Et c'est peut-être ça, le vrai défi que cette interview pose, par ricochet, à la nouvelle star du Real Madrid.